Les experts, parole de leader. Je suis Philippe Belgrand, un producteur de podcast et journaliste d'investigation. Aujourd'hui, je reçois comme invité Romuald Boulanger. Alors, Romuald Boulanger, c'est un touche-à-tout, hein. Il est réalisateur, scénariste, animateur radio, publicitaire audiovisuel. Si vous me voyez tourner la tête, c'est normal, j'ai ma fiche, elle est juste là. Et donc, je le salue. Salut Romuald. Salut Philippe, merci de me recevoir. Alors, je te reçois, oui, parce qu'en fait, j'ai vu un film il y a 2 jours qui s'appelle On the Line. C'est l'histoire d'un animateur radio un peu aigri qui aime bien faire des blagues, joué par Mel Gibson, Bien euh, connu. voilà, et qui s'appelle effectivement Elvis, hein, dans le long métrage. Alors, c'est vrai que je me suis dit, bah tiens, il faut que j'aille chercher effectivement le réalisateur qui est derrière et l'inviter dans les experts pour mieux connaître un petit peu bah, qui il est et puis surtout qu'est-ce qui l'a poussé à aller aux États-Unis faire du long métrage et particulièrement s'intéresser à la radio au travers de l'image, puisque toi, tu as connu la radio, puisque ça a été l'un de tes tout premiers métiers en fait. Bah oui, oui, merci Philippe. Non, bah, la radio, c'est mon premier métier, mais c'est ma passion surtout. Ma passion, j'ai démarré quand j'avais 12 ans, et donc j'en ai fait. J'ai eu la chance d'arriver à Énergie quand j'en avais 17 et demi. D'abord en Bretagne, et puis après sur la Côte d'Azur, et puis après, un an après, j'étais à Énergie Paris. Donc j'ai vraiment connu la belle époque, on va dire. C'est toujours la belle époque quand tu es ancien. Je venais d'arriver et les anciens disaient ah c'était la belle époque avant. Donc mais moi j'ai l'impression d'avoir connu vraiment le golden age de la radio où il n'y avait pas encore Internet, où il n'y avait pas encore. Et donc c'était super, la radio c'était un média fantastique. Donc j'ai eu la chance de faire ça pendant 15 ans à Énergie et de switcher ensuite, de faire une carrière dans les médias et dans les films et de prolonger, de mixer mes deux passions qui étaient le cinéma, qui sont le cinéma et la radio et de faire un film sur la radio. Alors, justement, je veux dire, tu es passionné par les films à l'issue de la radio, Orson Welles, par exemple, bien sûr, je dirais cette histoire sur la radio avec l'invasion, je dirais des extraterrestres, la fameuse guerre des mondes, et puis aussi après Talk Radio, par exemple, d'Oliver Stone avec Barry Champlain. C'est des choses qui t'ont poussé à pouvoir réaliser. Moi j'ai adoré Pump Pump the Volume. Ah Pour tout oui, excellent. Volume, j'avais adoré ça, Christian Slater. J'ai adoré un film récemment, enfin récemment, il y a quelques années quand même déjà, qui s'appelle The Guilty, qui est un film danois qui était bluffant parce que The Guilty, tout se passe autour d'un personnage et la voix et ce qui se passe au téléphone, parce qu'il est au téléphone avec quelqu'un, te fait imaginer des tonnes de trucs. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans On the Line, c'est-à-dire la force du son. C'est-à-dire qu'effectivement, Orson Welles, tu le disais, capable de faire croire que les extraterrestres arrivent. Et c'est cette force de la radio. Et dans On the Line, on essaye de faire ça. On essaye que le téléspectateur fasse travailler son imagination pour essayer d'imaginer ce qui se passe de l'autre côté avec le personnage qui joue avec Mel Gibson, le personnage du méchant, entre guillemets. Et alors, avant On the Line, justement, tu es parti sur un court métrage qui s'appelle Talk, et là où le personnage principal, qui a d'ailleurs le même prénom, hein, donc Elvis, est joué par Alec Baldwin. William Baldwin, le frère, tu sais, les William, Baldwin. oui, William Baldwin, pardon. Exact, exact. Mais ils se ressemblent, ils se ressemblent. William, c'est le beau gosse de la famille. C'est celui qui était dans Backdraft, dans Sliver, un acteur extraordinaire. Et alors, ce qui est magique c'est important de le dire parce qu'on est français, mais ce qui est magique dans ce film, On the Line ou même dans Talk, c'était la version courte qui a permis de faire On the Line, c'est que tout se passe à Los Angeles, mais on a tout tourné à Paris. Et donc ça c'était fantastique de pouvoir tricher. Et on a l'impression qu'effectivement, on est aux États-Unis, mais on a tout tourné en studio à Paris. Mais tu as vécu, toi, aux États-Unis, et est-ce que quelque part tu as transformé, je dirais, ton rêve américain? Comment tu arrives aux États-Unis et tu obtiens ta carte verte très rapidement? Pas une carte verte, mais un visa, ce qu'on appelle le visa O1. Mais la carte verte, il faut vraiment rester longtemps, c'est compliqué et tout ça. Puis ça a plein de conséquences positives et même aussi négatives sur certains points. Mais j'ai voulu absolument. J'avais eu ce rêve de faire des films américains. Moi, j'ai grandi, comme nous tous, on a grandi avec la culture d'Hollywood, surtout de la grande époque. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Hollywood est un peu perdu avec les films de super-héros et tout ça. Mais à l'époque, Hollywood, on était abreuvé à la télé. Et donc moi j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec L'Arme Fatale, j'ai grandi avec tous ces films-là, Back to the Future, tous les. Donc je croyais
que je réussirais à transformer mon rêve américain en allant à Los Angeles. Et alors étonnamment, alors c'est grâce aussi d'avoir pu aller là-bas et de faire des connexions, des rencontres et tout, mais c'est en étant en France que j'ai pu transformer mon rêve américain en faisant un film dont l'action se passe à Los Angeles, mais qu'on a tourné, mais qu'on a tourné à Paris. Donc mon rêve américain, il a été réalisé à Bray-sur-Marne, dans les studios. Et quand tu pars aux États-Unis, on est en quelle année en fait? Bah, j'ai d'abord démarré par beaucoup d'allers-retours. Je savais, j'ai très vite compris que c'était en allant là-bas que quand même les choses se faisaient. Faut pas se leurrer. Et je me souviens d'un mec que j'avais rencontré. J'avais rencontré un Français qui lui était dans complètement autre chose, qui s'appelle Christian Odigier, qui est décédé malheureusement récemment, mais qui était le fondateur de Ed Hardy, de Van Grand Dutch. ami de John Hallyday également, je crois. Exactement, exactement. Et je l'avais rencontré par hasard à Los Angeles dans les rendez-vous que je faisais. Et Christian m'avait dit ah, tu veux faire du cinéma ici, mais t'as déjà réussi un truc et t'as déjà pris l'avion et t'es arrivé, t'as fait 50% du chemin. Et c'est vrai, en fait, il y a plein d'histoires. Le fait de se bouger, d'aller là-bas, de rencontrer les gens. Des fois, c'est une rencontre. Moi, j'adore l'histoire de Van Damme qui est parti et qui dormait dans sa voiture et qui. Enfin, il y a des tonnes d'histoires dans le cinéma. C'était quand même la ville du cinéma. Los Angeles, ça l'est un peu moins aujourd'hui. Ça reste encore la ville où il y a encore plein de studios et tout, mais les films se font plus trop à Los Angeles. Il y a beaucoup de séries se font là-bas, mais c'était l'endroit où il fallait être quand on voulait faire du cinéma il y a encore quelques années. Et c'est toi qui as choisi en fait Mel Gibson dans On the Line. Tu es passé par un casting director. Comment ça s'est passé? T'as quelques anecdotes là-dessus? Bah, c'est sûr que c'est la question que tout le monde me pose, c'est de se dire, mais comment tu te retrouves à tourner avec Mel Gibson? C'est vraiment un alignement de planètes. Faut être, enfin, le timing était le bon, la rencontre du bon partenaire aux États-Unis avec qui je travaille, qui est un mec extraordinaire qui s'appelle Mark Friedman, qui a permis à ce que les planètes s'alignent. J'ai travaillé avec un distributeur américain qui s'appelle Fortitude, qui était super. Donc tout l'aliment de planète. On a ensuite engagé des gens avec nous. Enfin, donc tout ça a fait que on a pu aligner donc tous les éléments pour convaincre Mel Gibson de venir nous rejoindre. Et ça a marché, mais ça, enfin, je veux dire, avant Mel Gibson, on avait proposé le rôle à deux, trois autres acteurs. Enfin, des fois, ça marchait pas pour des questions de planning et tout ça. Donc en fait, un film, ce qui est fou, c'est que même si on a tous les ingrédients, des fois, on ne peut jamais voir le jour. Il y a plein de films super qui restent dans des tiroirs. Donc, chaque film est une chance. Moi, je m'estime vraiment chanceux d'avoir pu aller au bout de ce film-là. Alors, c'est vrai que On the Line est basé beaucoup sur des twists, hein, beaucoup de rebondissements. On va pas raconter l'histoire pour ceux qui ont envie de le découvrir, mais c'est un film que vous pourrez d'ailleurs acheter sur YouTube, etc., un peu partout. Il est disponible un peu partout. Mais comment il est accueilli en France quand il sort c'est en 2022 en fait, hein, qu'il sort. Bah, en fait, nous, on est passé par il y a 300 chemins pour faire un film, et on est passé par le chemin, je pense que je considère le plus dur, qui est de vendre pays par pays. En fait, on n'a pas vendu à un studio le film et ensuite le studio, tu rentres dans la machine. Si tu vends ton film, je sais pas, à Universal, ensuite, bon, bah, c'est le rouleau compresseur qui te sort le film, etc., dans le monde entier au même timing et tout ça. Nous, on l'a vendu pays par pays et chaque pays avait sa stratégie de sortie. Donc, par exemple, aux États-Unis, il est sorti sur Netflix récemment, était dans le top là-bas. Il est sorti sur Netflix en Amérique latine. Il était numéro un pendant. Il est sorti, donc il avait une belle visibilité là-bas dans ces pays-là. Il est sorti sur Amazon en Angleterre, par exemple. C'était numéro 2 sur Amazon pendant un bon moment. Donc, et en France, c'est sorti sur Canal+ en premier. Ça a bien marché, c'était super. On était très contents. Après, c'est passé donc sur TMC il y a quelques jours et le film il va avoir sa vie mais, et comme tu disais il y a des twists et notamment un qui est le principal twist qui peut surprendre, qui peut énerver. Ce qui est la magie de ce film, c'est qu'il y a autant de gens qui m'adorent pour avoir fait ce film que de gens qui me détestent parce que parce que le twist il est segmentant, on va dire. Le twist mais j'adore. Moi je reçois des insultes dans toutes les langues. Dans tous les dans le film est sorti dans plein de pays et je reçois des insultes parce que les gens ils sont surpris par le twist. Mais c'est bien, c'était le but. Et c'était ce que Mel Gibson, il a accepté de faire le film justement pour ça, pour dire c'est fort ce twist parce que tu vas avoir des gens qui vont adorer et des gens qui vont détester. Et c'est ça qui est beau.
Mais c'est vrai qu'à l'ouverture du film, déjà, je dirais, on a une constance. Voilà, avec ce personnage qui apparaît, on se dit voilà, tiens, on est dans un thriller, ça va partir, ça va être musclé, on va partir dans une sorte de talk radio, il va y avoir du mystère, il va y avoir du rebondissement, et c'est vrai que on n'est pas loin en fait de talk radio dès le départ, parce que on voit le studio, on voit effectivement cet homme dans son studio, en face effectivement la régie, etc. On est dans la position du network américain, c'est-à-dire ces radios qui sont réunies ensemble et qui font effectivement une force commune pour vendre un espace publicitaire général. Voilà, on touche un large public, on est la nuit, donc dans un autre élément, une autre dimension, et c'est pour ça que quelque part, moi, à l'ouverture du film, je me suis dit, mais oui, ça ressemble à du talk radio, quoi. Il nous a fait du talk radio, et après, alors justement, là, ça part dans tous les sens, et on est submergé, parce que c'est vrai que si on prend par exemple un équivalent d'un film comme Seven, par exemple, où on voit les choses, hein, on les anticipe quelque part en tant que téléspectateur. Là, on anticipe rien du tout, quoi. Tu nous prends à contre-pied, t'as un gardien face à un attaquant, et à partir de ce moment-là, on est décompensé, quoi. Bah non, c'est gentil, c'est le meilleur compliment que tu puisses faire. Je suis vraiment. On a travaillé avec toute l'équipe en France. On avait une équipe extraordinaire pour vraiment essayer de masquer toutes les potentiels, euh, potentiels indices de ce twist, et tout en gardant quand même l'envie aux gens qui ont adoré le film de le revoir en se disant tiens, je vais le regarder pour voir si ça match, parce que ce twist il est quand même un peu spécial, donc il faut voir si en fait ça match, et effectivement mais on a travaillé avec des super équipes, l'équipe de chef déco, du chef déco qui s'appelle Emmanuel Réveillère. Ils ont pris par exemple des prises américaines, on a tout fait pour que ça ressemble à vraiment un truc américain, du sol au plafond jusqu'aux ampoules, il fallait que ça ressemble à mais on tournait à Brie-sur-Marne, on avait l'impression d'être au 35e étage d'une tour, mais en fait on était au rez-de-chaussée à Brie-sur-Marne dans un décor. Et le plateau d'à côté, c'était Astérix, ils étaient en train de tourner avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Et pour les gens qui nous retrouvent, hein, donc on est avec Romuald donc Boulanger, le réalisateur et scénariste de On the Line qui est passé à la télévision sur la TNT, sur TMC il y a quelques jours. Et c'est vrai que là on est au mois de juillet hein, quand on tourne cet épisode donc 2024 et au mois d'août pardon 2024. Et c'est vrai que donc tu as réalisé le film et tu as scénarisé également ce film. Oui, 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 ça part d'un scénario que j'ai écrit et qui raconte plein de petits trucs de ma vie d'animateur radio. Je me suis servi, tu sais, on raconte souvent, les réalisateurs parlent souvent de ce qu'ils connaissent, et donc du coup j'ai essayé de rendre un hommage à ce média que j'adore, de rendre un hommage aussi aux copains que j'avais pu croiser. Je sais pas si tu as pu spotter, Philippe, mais il y avait dedans des petits clins d'œil par exemple, des copains de la radio. J'ai mis des posters, c'est-à-dire que dans les couloirs de la radio KLALT, qui est le nom de la radio américaine, j'ai mis des posters de Manu Payet, de Bertrand Hamar, de Bruno Guillon, qui étaient des gens avec qui j'avais fait de la radio. Donc c'était des petits clins d'œil. Et puis la fréquence de la radio américaine, c'est 100.3, qui est la fréquence d'énergie à Paris. Donc j'ai plein de ce qu'on appelle des Easter eggs, plein de petits clins d'œil à, à ce monde de la radio que j'adore. D'accord. Bon, mais écoute, en 20 secondes, je vais te poser la question au marqueur des experts avant de terminer cette partie effectivement short. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Romuald? Allez, en 20 secondes. Bah, je te trouve hyper pro. Tu pourrais faire On the Line 2. Je trouve vraiment que tu as ce ton, la voix, tout. Donc, il faudra que tu passes le casting de On the Line 2. Mais bravo. Eh ben avec grand plaisir. Allez, c'était la version short, donc épisode 1. Je vous donne rendez-vous dans la partie maintenant développement de l'épisode 2, où on va apprendre à mieux connaître effectivement Romuald. Merci de nous avoir écoutés et merci de votre résilience et de votre patience. Merci Philippe.